Voilà, on y est. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de Blue Partners sur le thème Les enjeux actuels du télétravail. Goedemiddag en welkom iedereen op dit webinar van Blue Partners over het thema de huidige uitdagingen van het telewerk. Donc, avant de commencer et de laisser la parole au président de Blue Partners, Monsieur Palsterman, je voulais juste vous faire un petit rappel des fonctionnalités qui sont à votre disposition. Vous avez d'abord l'onglet chat qui vous sert concrètement à des réactions rapides en cas de problème de son, de vidéo, de présentation. Donc, c'est via cet onglet-là que vous pouvez nous signaler quelque chose rapidement ou intervenir. Et par contre, vous disposez aussi d'un onglet questions-réponses à côté de l'onglet chat où vous avez la possibilité de poser vos questions pendant tout le webinaire, des questions à propos des présentations. Et les intervenants y répondront en toute fin de webinaire, donc surtout, n'hésitez pas. Nog een paar woorden over de functionaliteiten die u ter beschikking staan. De chat wordt gebruikt voor korte reacties in geval van problemen of test van geluid, video of PowerPoint. Maar u hebt ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de presentaties tijdens het webinar via het tablet questions-réponses. En de sprekers zullen ze aan het einde van het webinar beantwoorden. Dus aarzel niet. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Paul Palsterman pour la présentation du sujet et des intervenants. Merci beaucoup, Coralie. Tout le monde m'entend bien, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes tous vraiment impatients, vous savez, de vous retrouver à un certain moment au boulevard Bischofsheim, autour d'un verre de l'amitié et de petits fours, etc. Enfin, comme on avait l'habitude de le faire. Donc, on n'a quand même pas voulu, comment dirais-je, subir donc le confinement ou les règles sanitaires qui sont actuellement imposées pour et renoncer donc à nos débats du midi. Donc ce midi, donc nous avons donc mis à l'ordre du jour la problématique du télétravail. Donc le télétravail est quasi obligatoire donc pour l'instant donc du fait de la situation sanitaire. On entend dire que peut-être l'expérience de la situation sanitaire va avoir des conséquences au-delà de celle-ci. Donc, même si lorsque nous reviendrons à la normale au niveau sanitaire, on s'attend à ce qu'en fait le télétravail comment dirais-je, se répandent beaucoup plus que ce qu'il l'était donc avant la crise sanitaire. Donc nous sommes ici avec un certain nombre de conséquences qu'il faudra assumer. Nous sommes ici au Conseil économique et social régional bruxellois. Donc toute une série de conséquences dont il faudra s'occuper en matière de droit du travail sont normalement du ressort du fédéral, qui d'ailleurs a pris déjà un certain nombre de mesures donc en la matière. Donc ce que nous essayerons de voir aujourd'hui, c'est si en effet donc le télétravail en tant que mode d'organisation pourrait se répandre donc au-delà donc de la période de confinement sanitaire que nous connaissons maintenant. Pour introduire ce sujet, donc nous avons deux orateurs. Donc nous avons Monsieur Benoît Coffrier, qui est directeur de Acerta Consult, qui nous dira comment lui voit la chose du point de vue d'un secrétaire social, donc qui conseille donc les employeurs en la matière. Et au fond, dans la suite ou dans la lignée donc de cette présentation, nous aurons Monsieur Cédric Van Merbeek, donc qui travaille à Cushman et Wakefield, qui nous dira au fond comment le marché immobilier anticipe ou connaît déjà donc les développements dont nous parlions. Voilà. Donc en termes de méthode, donc je sais bien que c'est très frustrant pour tout le monde. Donc il y a peu d'interactions qui est permise par le programme. Donc Coralie vous a expliqué comment écrire vos réactions et poser vos questions. Je propose qu'on procède néanmoins de la façon classique, donc en laissant d'abord nos deux orateurs s'exprimer, et puis le débat, si on peut parler de débat, ou à tout le moins
la séance de questions-réponses suivra globalisée. Voilà. Donc, je laisse donc très volontiers la parole à Monsieur Benoît Gaufrier, s'il vous plaît, pour sa première présentation. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui, En ce qui me concerne, elle est très bonne. c'est Elle est très parfait. bonne. Ok, super. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis Benoît Coffrier, donc comme Monsieur Palsterman l'a dit, donc directeur de Acerta Consult. Donc juste en bref, Acerta, ben oui, on en a parlé, c'est un secrétaire social, c'est aussi une boîte de consultance en ressources humaines et on accompagne les entreprises du début jusque entreprises et organisations du début de l'engagement jusque l'outplacement, en passant par les formations, les assessments, tout ce qui est recrutement, les conseils juridiques, etc. Donc vraiment, on accompagne les entreprises de toute taille dans leur développement et au niveau de leur talent. Acerta est assez présent aussi, vous avez certainement déjà vu dans les médias, parce que nous faisons régulièrement des enquêtes auprès des travailleurs, auprès des organisations, afin de récolter des informations qui peuvent nous donner un peu les tendances du marché, les tendances des besoins des organisations. Et d'ailleurs, je vais vous présenter aussi aujourd'hui quelques chiffres de certaines enquêtes que nous avons réalisées depuis cette crise Corona qui nous impacte tous. Alors aujourd'hui, je vais remettre les choses dans un contexte. Hein. Donc, Monsieur Palsterman l'a dit, du jour au lendemain, on a été obligé de télétravailler. Donc, il faut remettre ça dans un contexte. Ensuite, on va parler plutôt du télétravail, plutôt sur du long terme et de voir un peu comment l'appliquer au mieux. Je vais parler d'un modèle qui est le modèle hybride, le modèle télétravail hybride, et puis après la théorie de l'autodétermination, qui est une théorie qui est très intéressante quand on parle de télétravail, puisqu'elle elle va parler de la motivation des travailleurs. Alors, au niveau du contexte, le coronavirus a engendré un télétravail obligatoire. C'était à partir de mars et puis à nouveau en novembre. Donc, euh, à moins que ce soit impossible, parce que bon, c'est vrai qu'ici je parle de télétravail. Maintenant, il y a certains jobs qui ne permettent pas le télétravail. On va rester dans le cadre d'un télétravail effectivement possible. Mais on a vu une grande différence entre le premier confinement où là, du jour au lendemain, en fait, finalement, le télétravail était obligatoire. Beaucoup d'entreprises avaient déjà le télétravail dans leur escarcelle ou avaient déjà, enfin, pratiqué déjà. Donc, il y a de nombreuses entreprises qui le faisaient déjà pour certains collaborateurs qui le désiraient. Et là, du jour au lendemain, tout le monde était obligé de le faire. Le problème, c'est que ça a été dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Et donc, voilà, il y en a qui se sont retrouvés avec des enfants en bas âge dans un appartement, plusieurs personnes, problème de connexion, problème de place, problème d'espace de travail, etc. Donc ça a été, on va dire, des mauvaises conditions pour découvrir le télétravail pour celui qui ne l'avait jamais fait. Au niveau du télétravail, en fait, au premier confinement, on a observé une augmentation du télétravail de 84% par rapport à l'avant Corona. Et au deuxième confinement, parce que bon, il faut distinguer le premier et le deuxième. Le premier, il y avait que les déplacements essentiels qui étaient autorisés. Maintenant, dans le deuxième, on peut se déplacer, etc. Bon, il faut toujours une attestation, mais on voit alors que le télétravail a quand même diminué. On va en parler aussi après, c'est que le premier confinement, ok, deuxième confinement, mais voilà, il y a aussi des gens qui retournent pour certaines circonstances au travail, aussi pour avoir des contacts sociaux, ce qui est primordial au niveau de la motivation des travailleurs. Alors, on ne peut pas parler de télétravail, on ne peut pas parler de Corona sans parler de bien-être, parce que ça a eu un impact également sur le bien-être. Euh,
En fait, le stress est censé diminuer avec le télétravail parce que il y a pas les embouteillages, il y a pas le fait, la crainte d'arriver en retard, on gagne du temps, etc. On peut mieux combiner cette vie professionnelle et privée, donc on a plus accès, je veux dire au niveau privé à la famille, on a plus accès aussi aux rendez-vous qu'on pourrait prendre au niveau privé pour réparer un chauffage, etc. Donc ça engendre moins de stress. Mais la situation Corona a engendré plus de stress. Donc encore une fois, on n'était pas dans des conditions optimales. Euh, il faut savoir que donc c'est une enquête qu'Acerta a réalisée en 2020 et 4/10 des collaborateurs ressentent davantage de stress dû à cette période spéciale. Et d'autres chiffres de l'enquête expliquent en partie ces résultats. 20% ont peur de perdre leur emploi vu le contexte de crise. 31% ont peur, donc c'est une personne sur trois, ont peur qu'il y ait des licenciements dans leur entreprise. On a quand même un quart des travailleurs qui se sentent moins heureux et 40% qui déplorent un manque de soutien des dirigeants. Donc en fait, il y a un manque de contact, etc. Il faut savoir que on en parlera aussi, mais la fonction de dirigeant a été revue aussi parce que certains managers avaient cette manière plutôt moderne de manager par objectif, par la confiance, etc. Et d'autres étaient plutôt sur le contrôle. Et là, ça a été difficile du jour au lendemain de basculer parce qu'on a l'impression de perdre le contrôle de ce que les gens font. Maintenant, sachez aussi que les résultats ont montré, et on le verra plus tard, que les gens étaient en général plus efficaces en télétravail. Et donc, il ne faut pas croire que les gens travaillent moins en télétravail qu'au bureau. Alors, les conditions de télétravail difficiles, alors on parlait d'équilibre vie privée et vie professionnelle. En fait, on est passé du boulot dodo, enfin du métro boulot dodo au boulot dodo. Euh, la voiture, quelquefois, permet aussi de faire cette transition entre le monde professionnel et le monde privé. Moi, je sais que dans ma voiture, je fais la clôture de ma journée avant de rentrer à la maison et inversement, le matin, dans ma voiture, je pense à organiser ma journée. Moi, ça m'aide à scinder. Alors, certaines personnes ont vraiment cette difficulté en télétravail de scinder parce qu'on travaille, par exemple, dans la cuisine et une fois qu'on a fini de travailler, on prépare à manger et puis après, on mange. Et donc, finalement, on a l'ordinateur qui est toujours branché et c'est quelquefois difficile. Alors, encore des résultats qui semblent intéressants à vous communiquer, c'est que 15% arrivent à se déconnecter toujours. Donc, c'est quand même assez peu, c'est seulement 15%. Et alors, 9 personnes, donc c'est une personne sur 10 qui n'arrive jamais à se déconnecter, ce qui est un réel problème effectivement pour eux. Alors, le télétravail à long terme, donc selon l'enquête d'Acerta qu'on a réalisée en avril, et donc c'est vrai que ces résultats évoluent parce que c'était en avril à l'époque, 45% des employeurs veulent continuer à appliquer le télétravail. Donc, il y a vraiment eu un bouleversement dans le monde du travail, une accélération. Donc le télétravail était déjà pratiqué, mais il y a vraiment une accélération obligée. Finalement, beaucoup de gens ont été obligés de le faire et se rendent compte maintenant qu'ils pourront plus s'en passer parce qu'ils ont trouvé leur équilibre. Donc voilà, le télétravail, on le verra par la suite, apporte quand même pas mal d'avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, le télétravail peut offrir des solutions pour certains. On l'a dit aussi, pas pour d'autres. Certains jobs sont vraiment impossibles à réaliser à la maison. Mais en tout cas, pour une stratégie télétravail sur du long terme, il est important de mettre ça dans un processus global. Donc déjà, il faut un cadre juridique correct. Alors, bon, moi, j'ai des juristes qui travaillent chez Acerta Consult qui conseillent les entreprises, qui les aident justement à mettre en place une politique de travail, de télétravail structurel. Euh, je ne suis pas moi-même juriste, mais je peux vous rappeler quelques cadres, en tout cas, parce que je pense que si on veut faire du télétravail sur du long terme, le cadre juridique est vraiment la base. Donc, en fait, c'est une annexe au contrat de travail et éventuellement une réglementation un peu plus élargie donc, c'est une annexe au contrat et une réglementation plus élargie des règlements de travail. Donc, notamment, le contrat pour le télétravail ou l'avenant au contrat existant doivent obligatoirement mentionner
des éléments comme par exemple la fréquence de télétravail ou éventuellement les jours pendant lesquels le télétravail est effectué, le moment pendant lequel le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens, le moment auquel le télétravailleur peut faire aussi appel à un support technique, les modalités de prise en charge par l'employeur pour les frais et les indemnités, les conditions et modalités de retour de travail dans les locaux de l'employeur, etc. Et alors, il y a une convention collective de travail qui a été propre au Covid, qui a été sortie justement par rapport, pour réagir un peu au bien-être des travailleurs, parce qu'on a vu que ça s'est fait tellement de manière précipitée qu'on a un peu laissé de côté le bien-être des travailleurs. Et donc, le droit des télétravailleurs doit être identique aux travailleurs en présentiel. C'est la même organisation de travail, donc les mêmes horaires. Le contrôle des prestations doit être adéquat et proportionné. Donc ici, on fait référence justement au respect de la vie privée et des accords clairs doivent être pris aussi par rapport aux équipements nécessaires et aux indemnités qu'on donne. Donc voilà. Alors au niveau voilà la base, le cadre juridique. Ensuite, il faut vraiment qu'il y ait les trois composants, donc c'est-à-dire le processus et les organisations. Donc on doit intégrer vraiment la politique de télétravail dans le process et les organisations, c'est-à-dire faire vivre aussi dans les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, etc. Il faut les systèmes et les tools digitaux adaptés, donc savoir quel outil on utilise, pourquoi, etc. Donc tout ça doit être mis en place. Et alors, bon, ben, les personnes qui sont autour de ça doivent avoir les compétences nécessaires. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, les managers qui doivent être formés à pouvoir faire un management plutôt de confiance et aussi on a vu aussi pendant la crise que finalement les compétences des gens ont vachement changé parce que les gens ont dû s'adapter, être créatifs, etc. Et donc il y a d'autres compétences qui rentrent en ligne de compte par rapport à ça, pouvoir se gérer soi-même, être autonome, etc. demande d'autres compétences. Donc, c'est tout ça qu'il faut intégrer dans un processus finalement global au télétravail. Alors, renforcer la stratégie RH dans ce contexte, notamment en travaillant sur l'image de l'entreprise, par exemple en travaillant sur l'importance que celle-ci attache à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est quelque chose d'important. On peut aussi envisager, c'est vrai que l'avantage du télétravail permet aussi peut-être d'engager des personnes qui viennent de plus loin. Donc, la recherche, on sait que le marché de l'emploi est un peu difficile, donc il y a une pénurie pour certains profils. Et là, ça peut élargir effectivement les possibilités en engageant des gens qui viennent de plus loin, parce que effectivement, ils ne devront pas aller au bureau tous les jours. Donc voilà. Alors ici, on a une petite enquête qui a montré en fait les avantages et les inconvénients du télétravail. Vous voyez en orange, en fait, le télétravail a un impact sur la cohésion sociale. L'orange, c'est le point négatif. Donc voilà, ce qui est vraiment négatif dans le télétravail et ce qu'on a remarqué dans les enquêtes qu'on a formulées, c'est vraiment l'impact sur la cohésion sociale, ce qui est important pour les travailleurs. L'impact également sur la collaboration en équipe. Et donc, en vous donnant ces éléments, c'est vrai que quand on pense à télétravail dans le futur, il faut pouvoir intégrer ces problématiques et mettre en place dans le process et la stratégie RH des choses pour pouvoir y faire face. Alors, le télétravail apporte aussi des avantages. On a vu, par exemple, que le télétravail avait un impact positif sur les résultats. Il avait un impact positif sur les performances et un impact positif sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et sur ce point, il est vrai que certaines personnes peuvent avoir plus de mal à dissocier cette vie professionnelle et vie privée. Donc ça dépend vraiment des personnes et du contexte familial, du contexte travail, de la fonction, ça dépend de pas mal de choses. Donc pour certains, ça va être positif, pour d'autres, ça va être plutôt négatif. Et alors, ça permet aussi un travail de manière autonome, ce qui est, on verra dans le modèle de l'autodétermination, quelque chose qui est important pour la motivation des travailleurs. Alors, le télétravail, donc le travail à distance apporte des avantages, on le voit, mais il apporte aussi des inconvénients. Donc,
je vais pas toutes les citer, mais en gros, l'avantage du télétravail, c'est un gain de temps. Finalement, on ne perd plus de temps dans les embouteillages, la voiture, les réunions, etc. On est moins en retard. Il y a une diminution de l'absentéisme. On a vraiment remarqué, on a une enquête là qui a montré que l'absentéisme avait vachement diminué avec le télétravail. Euh, on a une autonomie et, comme je l'ai montré dans le slide précédent, une efficacité prouvée. Et alors, un équilibre vie professionnelle, vie privée au niveau des horaires. Donc, on passe plus de temps avec la famille. Il y en a qui ont, avec le télétravail, combiné ça avec un peu de sport le midi, aller promener le chien, être plutôt à la maison pour profiter de la famille, ou avoir un rendez-vous, télécommunication, réparation, chauffage. Voilà, on est à la maison, on ne doit plus prendre congé, etc. Donc, il y a pas mal de facilités pour combiner cette vie privée et professionnelle. Par contre, au niveau des points sensibles et des points négatifs qu'on peut observer, c'est vraiment l'isolement social. Et c'est ça, quand tout à l'heure on parlait de bien-être, ça également ajouter une couche au mal-être finalement des travailleurs. Alors, un point négatif aussi, c'est la synergie entre départements, les contacts informels. Les contacts informels sont très importants et c'est vrai qu'en télétravail, c'est moins évident. Quand je suis au bureau, je passe, je vois un collègue qui est à son bureau, je vois qu'il n'est pas au téléphone, je vais aller parler un peu avec lui, je vais aller fumer une cigarette. Il y a après l'après-réunion dans le couloir, on discute. Il y a des contacts qui sont informels, qui sont très importants et qu'on n'a plus ou qu'on a moins effectivement avec le télétravail. Et puis cette perte de sentiment d'appartenance, la culture d'entreprise, et c'est ça que je dis quand on doit intégrer vraiment le process dans une stratégie RH, il faut réviser la culture, les valeurs, etc., pour les transformer en comportements liés également au télétravail. Alors certains aussi, en termes de télétravail, ont des conditions parfois difficiles, que ce soit la chaise, enfin c'est quelquefois la maison, c'est pas pensé ergonomiquement comme au travail, ou dans le cas de la crise ici avec des enfants, ou voilà un problème d'espace de connexion aussi peut être un inconvénient. Par contre, le présentiel va apporter cet avantage de le maintien des contacts sociaux, le sentiment d'appartenance, etc. Va, à contrario par rapport à l'inconvénient du télétravail, permettre vraiment le travail en équipe. Et c'est vrai qu'en télétravail, alors on dit, ben voilà, ce qui est un peu le problème, c'est on travaille un peu en télétravail en silo, donc chaque département travaille ensemble. Et il y a pas assez de lien entre les départements. C'est ça qu'il faut revoir tout dans la stratégie de l'organisation. Alors, je l'ai mis dans les avantages, vie privée, professionnelle. Mais voilà, comme par exemple quelqu'un qui aime bien ce trajet pour déconnecter, ben voilà, ça peut être un avantage, mais ça peut être un inconvénient aussi. Alors, voilà, le présentiel va perdre, enfin va engendrer aussi des problèmes de pollution, de mobilité. Hein, ici, à Bruxelles, justement, c'est un aspect qui est important, hein, parce que c'est vrai qu'en allant, en faisant du télétravail, on désengorge les villes et on pollue moins. Donc voilà. Et une perte de temps, c'est clair qu'on a tous gagné du temps avec ces réunions. Voilà, quelquefois on devait se déplacer pour une réunion d'une heure avec un déplacement d'une heure. Mais voilà, tout ça c'est avec le télétravail, ça c'est le gros avantage. Voilà. Alors revenir travailler à 100%. Je veux dire, au niveau présentiel, me semble utopique. Le bon compromis serait de combiner finalement les deux. C'est ce que montrent un peu les enquêtes. La majorité souhaite en fait continuer à faire du télétravail, mais pas à 100%. Donc l'idéal se situerait entre 2-3 jours par semaine. Voilà, c'est pour ça que je parle du télétravail hybride, parce que le télétravail hybride, finalement, est un condensé des avantages et des inconvénients des deux. Donc, on enlève les inconvénients et on prend les avantages de l'autre. Donc, il y a certains process qui exigent finalement une présence ou qui recommandent une présence, un onboarding. Donc, c'est quand quelqu'un commence dans une société, l'accueil, la présentation aux collègues, etc. Il est clair que c'est intéressant alors que ce soit fait en présentiel. C'est très frustrant pour quelqu'un qui commence dans une entreprise là maintenant de ne jamais avoir vu ses collègues en vrai. Un événement fêté, une formation
un entretien de suivi, un entretien d'évaluation, un rendez-vous avec un client peut être une bonne raison de retourner au travail. Mais le bureau continuera à jouer un rôle très important même après le corona. On a fait une enquête et ça, je pense que Monsieur Van Merbeek va vraiment développer ce point. On a 53,3% des employeurs qui déclarent qu'ils auront besoin d'autant d'espace de bureau qu'avant, et 15% en revanche qui sont convaincus qu'ils ne devraient plus utiliser d'espace de bureau. Voilà, mais ça c'est la partie qui finalement dit que voilà, le télétravail est la solution. Pour moi, la solution est vraiment le modèle hybride pour combiner les 2 parce que l'appartenance, je me souviens la première fois où je suis revenu travailler au bureau, je me suis senti un peu comme le sentiment d'identification, professionnelle qui était vraiment important pour moi, retrouver mes repères professionnels, et donc ça, c'est pour ça que je prône le modèle hybride et donc voilà, ce sont des recherches qui ont été effectuées notamment par Acerta et la KU Leuven, et HR Square, dernièrement. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la théorie de l'autodétermination. En fait, quand on parle de stratégie RH pour le télétravail à long terme gagnant, il est important de parler de cette théorie. C'est une théorie selon laquelle il y a 3 piliers qui vont déterminer la motivation du personnel. Alors, voyons si dans le télétravail, on rencontre ces 3 piliers. Donc l'autonomie, eh bien justement, l'autonomie dans le télétravail est un point essentiel puisqu'on est quand on est au télétravail, on est beaucoup plus autonome, il y a plus de confiance de la part des managers et cetera et donc là, c'est un point vraiment essentiel. Donc le télétravail, apporte vraiment un point très positif au niveau de l'autodétermination. Alors l'appartenance à l'entreprise, ça c'était le point justement que je disais tout à l'heure, le point critique dans le télétravail, c'est ce sentiment d'appartenance, des contacts, et cetera. Et c'est pour ça que je disais dans la stratégie, il faut intégrer les valeurs et les faire vivre en comportement, y compris télétravail. Mais le modèle hybride finalement va permettre ce sentiment d'appartenance, tout en gardant l'autonomie pour les jours où on est en télétravail. Donc ça complète bien ce que je disais tout à l'heure sur cet idéal qui est vraiment le modèle hybride. Au choix des travailleurs, bien sûr, certains ne voudront pas, certains préfèrent, voilà, en termes de nombre de jours, etc. Tout ça est à déterminer et chaque situation est différente. Et alors, le troisième pilier, ce sont les compétences. Alors, les compétences, donc à partir du moment où quelqu'un arrive à avoir de l'autonomie, un sentiment d'appartenance et a les compétences pour faire son travail, ou en tout cas des compétences et des talents qui font que il peut sortir de sa zone de confort et développer d'autres connaissances, on va avoir une personne motivée. Les compétences font partie aussi, quand je parle de compétences, c'est les compétences digitales pour les collaborateurs et également des compétences managériales pour les dirigeants, pour apprendre justement à donner de l'autonomie et pour apprendre à garder ce sentiment d'appartenance même en télétravail. Voilà, je vais passer la parole à Monsieur Van Merbeek, et alors je vous retrouve tout à l'heure, s'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Coffrier. Oui, donc merci beaucoup, hein, donc Monsieur Coffrier. Pendant que Monsieur Van Merbeek prépare probablement ses propres slides, je voudrais moi donc saluer donc tous les présents à ce webinaire. Donc nous sommes 86 d'après le petit compteur qui s'affiche là sur mon écran. En ayant parcouru la liste donc des participants, il y a beaucoup d'entre vous qui proviennent des services de ressources humaines, etc. Il y a plusieurs syndicalistes aussi, donc liés directement à la problématique du lieu de travail. Je salue également la présence de nos collègues des conseils économiques et sociaux flamands et wallons. Donc, bienvenue à eux. J'espère qu'ils apprendront des choses intéressantes avec notre séminaire. Je passe donc la parole à Cédric Van Merbeek. Voilà, nous avons entendu, hein, donc 45% des employeurs veulent continuer le télétravail. 15% d'entre eux estiment n'avoir plus du tout besoin de bureau. Est-ce que ce genre de tendance ou de perspective ou de prospective se ressent déjà dans le marché de l'immobilier? Je lui cède volontiers la parole.
Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je me suis pas concerté avec Monsieur Coffrier pour préparer les présentations. Et effectivement, je pense que la présentation que je vais vous présenter ici est relativement complémentaire à tout ce qui a été dit. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est lié à la gestion des ressources humaines, au sentiment d'appartenance, etc., etc., mais essayer vraiment de vous montrer quel a été ou quel pourrait être en fait l'impact du Covid-19 sur le futur en fait du paysage immobilier bruxellois. Avant de commencer cette présentation, je vais peut-être juste préciser donc, que Cushman & Wakefield effectivement est un acteur qui est sans doute plus connu pour toutes ses activités de courtage. Donc, vous savez certainement que nous sommes un agent majeur sur la place de Bruxelles et du monde entier. Donc, nous louons des espaces de travail, nous en vendons, nous vendons des bâtiments, nous achetons des bâtiments pour compte d'investisseurs, etc. Mais mon rôle, en fait, est vraiment beaucoup plus neutre et objectif. En fait, je dirais, en tant que responsable du département de recherche, mon rôle est vraiment de comprendre les tendances de marché et d'informer tous nos investisseurs, tous nos clients, les pouvoirs publics sur quels sont finalement les impacts de tel et tel événement sur le marché immobilier. Et évidemment, le Covid-19 en est un qui a chamboulé le marché immobilier bruxellois, et pas que bruxellois d'ailleurs, et qui va certainement peser assez lourdement et assez longuement sur le paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, j'ai préparé une présentation qui est sans doute un peu trop exhaustive, donc je ne vais pas passer au travers de tous les slides, mais n'hésitez pas, de toute façon vous aurez la présentation, n'hésitez pas à me revenir même après par mail si des questions subsistent, ça fait partie de notre travail évidemment. Mais d'un point de vue en fait économique, vous précisez évidemment que cette crise Covid a eu un impact sur l'activité économique et au niveau mondial, qui évidemment a des impacts ou des répercussions sur je dirais le bien-être financier des entreprises et leur décision ou non décision de se localiser, de s'étendre ou de fermer leurs portes, avec évidemment des impacts majeurs aussi sur certaines sociétés qui malheureusement ont dû faire faillite ou qui ont fait faillite suite à cette pandémie. Donc voilà, d'un point de vue mondial, évidemment, je ne vais pas revenir sur la crise, vous le savez tous. La zone euro que vous voyez en rouge sur le graphe a été très, très sévèrement impactée par la crise Covid, avec une perte du PIB mondial qui est vraiment gigantesque en 2020, vous le voyez. Des retours qui sont attendus en 21-22. Monsieur Van Beek, je me permets juste de vous interrompre. Je pense que vous n'avez pas encore partagé votre slide, parce qu'on ne les voit pas encore comme ça. Désolé. Pas de souci, pas de souci. Ah oui, voilà. Ça devrait être mieux maintenant. Est-ce que maintenant vous voyez la présentation? Voilà, si vous savez juste le mettre en diaporama. Oui. Voilà, super, merci. Donc voilà, désolé. Voilà, donc vous signalez, comme vous le voyez en rouge sur le slide, donc la zone euro 2020, une grosse chute du PIB, 2021-2022, des retours qui sont espérés. Pardon, je vois que ça fait une... Vous voyez toujours l'écran ou pas? Là, vous êtes en mode partage, je pense. On voit votre écran qui se multiplie. Voilà, c'est mieux. Okay, très bien. Et donc 2021-2022, a priori, un retour de la croissance qui pourrait évidemment impacter positivement la reprise économique des entreprises également. On y reviendra un peu plus tard. Niveau belge, pas de surprise. Vous le voyez également, une grosse chute du PIB en 2020, retour espéré en 2021 et les années suivantes, avec, on l'espère, une sortie positive pour le secteur, enfin pour l'économie en général, tant locale que globale, et donc un impact positif sur le marché immobilier. Mais malheureusement, la crise Covid a évidemment laissé des traces partout en Europe sur le taux de chômage. Vous voyez Bruxelles, qui est la deuxième ville en partant de la gauche sur le graphe, qui avait malheureusement, et vous en connaissez très certainement les raisons, déjà des difficultés avec un taux de chômage qui était à 12%, qui venait quand même de 17-18% dans le passé, donc qui avait, en fait, Bruxelles, grâce à ces politiques et toutes les politiques menées, avait réussi à remettre pas mal de population au travail et en tout cas diminuer le taux de chômage qu'on enregistrait sur la région. Et malheureusement, cette crise Covid va laisser des traces puisque le taux de chômage va augmenter, va repasser autour de 14% d'ici la fin 2020. On n'a pas encore les chiffres définitifs, voilà pourquoi je parle toujours au conditionnel, avec de nouveau une reprise qui est attendue pour les années suivantes, mais un impact qui est quand même assez important et qui va évidemment avoir un impact sur l'immobilier, vous le verrez également.
Je ne vais pas passer sur le graphe entre les régions pour vous montrer peut-être juste d'un point de vue européen quel impact a eu le Covid à travers l'ensemble de l'Europe, parce qu'on peut se dire Bruxelles a eu certainement un impact, mais en fait, toutes les villes européennes ont été touchées par la crise Covid. Dans notre jargon immobilier, on parle beaucoup de take-up. Le take-up, c'est quoi? C'est une prise en occupation. C'est une société qui décide de venir s'implanter dans une ville ou qui décide de déménager d'un endroit A à un endroit B au sein d'un pays ou d'une ville. Et donc, tous les mètres carrés qui sont loués sont considérés comme étant du take-up. Et on a fait un exercice, en fait, à l'échelle européenne qui vous montre que en gris, vous avez ce qui était en 2000, le take-up enregistré dans différentes villes européennes en 2019. En bleu marine, la situation fin 2020 avec des chiffres qui sont arrêtés, définitifs. Et en rouge, vous le voyez, la différence, donc à reporter sur l'échelle de gauche, la différence entre 2019 et 2020. Et où vous voyez que, d'une manière générale, l'ensemble des villes européennes a été très sévèrement touché par la crise Covid. Donc, il y a beaucoup moins de sociétés qui ont choisi de louer des mètres carrés supplémentaires ou de déménager en 2020 parce que le Covid a eu un impact assez fort, arrêt des visites, arrêt des rendez-vous professionnels pour pouvoir discuter de la location d'un bâtiment ou pas, etc. Donc, il y a eu vraiment un impact assez fort suite à ces lockdowns, mais aussi, et c'est encore beaucoup plus important pour l'avenir de l'immobilier belge et bruxellois, et européen également, beaucoup de sociétés qui, suite à la mise en place d'un télétravail forcé, mais qui a eu des effets relativement positifs, et M. Coffrier en a largement parlé tout à l'heure, ont décidé en fait de mettre leur décision ou leur stratégie immobilière un peu en pause et de se dire, mais en fait, peut-être que les 100 mètres carrés que j'occupe aujourd'hui, je ne vais plus avoir besoin de 100 mètres carrés demain. Peut-être que j'en aurai besoin que de 5 ans, peut-être plus du tout, peut-être le même nombre de mètres carrés. Et donc, on a eu vraiment une position et une tendance très attentiste, en fait, je dirais, de l'ensemble des occupants immobiliers à Bruxelles, de dire, plutôt que de déménager et de se précipiter dans une nouvelle stratégie d'occupation, on va juste attendre un petit peu, prendre du temps et voir un peu là où la crise Covid va nous amener. Et vous le voyez, Bruxelles a enregistré une prise en occupation de moins 50% en 2020 par rapport à 2019. Et vous le voyez que d'autres villes, telles que Londres, ont fait même moins 60%. Londres a combiné les effets du Brexit et du Covid. Mais on est vraiment dans une moyenne où l'ensemble des marchés européens a enregistré 40% d'activité occupationnelle moindre que l'année précédente. À l'échelle européenne, juste pour votre info, la seule ville qui a enregistré une augmentation de sa prise en occupation est Édimbourg. Donc, vous dire que voilà, une ville d'Écosse, qui est un petit marché immobilier à l'échelle européenne, a enregistré une augmentation de sa prise en occupation. L'ensemble des autres marchés a enregistré cette fameuse diminution, parfois très conséquente, parfois un peu moins. Donc, Bruxelles est quand même très impactée, en tout cas a été très impactée en 2020 par la crise sanitaire. En plus, cette crise sanitaire va nous obliger à revoir notre manière de concevoir le paysage immobilier bureau dans les années à venir. Parce que nous avons fait des exercices qui nous montrent qu'il y a une corrélation très très forte entre l'augmentation du taux de chômage et son implication sur l'augmentation du taux de vacances. Vous avez le taux de chômage en gris, le taux de vacances en bleu sur le graphique, qui vous montre ici, à l'échelle européenne, que le taux de chômage va augmenter, c'est un fait, c'est certain, en 2020 et en 2021, avec un impact quasi immédiat et très très conséquent sur l'augmentation du taux de vacances. Vous le voyez, une corrélation de 84% entre les deux. Et donc, un taux de vacances qui devrait et qui va très certainement augmenter dans les années à venir, avec un impact potentiel sur le marché immobilier tant européen que bruxellois, bien évidemment. On reviendra sur Bruxelles plus en détail par la suite. Avec des situations, je ne vais pas passer trop de temps sur celui-ci, mais qui sont différentes en termes de loyer, puisque Bruxelles s'en sort un tout petit peu mieux que ses voisins européens, avec une tendance sur les loyers qui devrait aller relativement bien, en tout cas sur le secteur du bureau. Les loyers devraient se maintenir, et c'est quelque chose qui est positif pour les propriétaires, qui peut l'être un peu moins pour les occupants, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a eu une sorte d'assainissement du marché immobilier bruxellois dans les années précédentes avec un impact assez positif sur les loyers et des loyers qui devraient se maintenir à des niveaux relativement stables malgré la crise Covid. Je vais passer sur celui-ci pour vous montrer un peu voilà, quel a été l'impact de la crise Covid sur l'immobilier bruxellois et surtout comment va évoluer l'immobilier Bruxelles dans les années à venir avec quelques infos qui sont très
qui correspondent assez bien aux tendances que M. Coffrier a évoquées dans sa présentation. Donc, d'un point de vue marché, juste pour placer ou planter le décor, Bruxelles, c'est un marché de 13,5 millions de mètres carrés de stock. Donc, on a sur le territoire bruxellois qui est un tout petit peu plus large que Bruxelles 19 communes, puisque quand nous, on parle du marché de bureaux à Bruxelles, on comprend une partie du Brabant flamand et une partie du Brabant wallon qui constitue finalement l'hinterland économique de la région ou qui constitue effectivement l'hinterland économique de Bruxelles. Et donc là, on parle d'un territoire qui est plus large que les 161 km² de la région bruxelloise, qui fait 1 850 000 habitants et 1 million d'emplois. Et donc là-dessus, 13,5 millions de mètres carrés de bureaux. Donc vous voyez qu'on est quand même en haut du peloton, je dirais, à l'échelle européenne. On est loin de villes comme Paris et Londres, mais on est dans une moyenne qui est tout à fait respectable, je dirais, pour une ville de relativement petite taille, et je mets bien des guillemets sur le petite taille du marché bruxellois. Voilà, Bruxelles, donc voilà, c'est exactement ça. Quand je vous parle du marché de bureaux à Bruxelles, c'est Bruxelles 19 communes, donc en bleu ciel et en bleu marine, un centre-ville, une seconde couronne, et toute une périphérie en vert qui comprend notamment l'aéroport, tout le reste du ring et une partie du Brabant wallon. Donc là-dessus, c'est nous, c'est ça, c'est le marché de bureaux à Bruxelles, 1 850 000 habitants et 1 million d'emplois. Majoritairement focalisé dans le centre-ville. Vous voyez que 65% du stock de bureaux est concentré dans les 5 districts de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le Central Business District. Donc, essentiellement, le Pentagone, le quartier Léopold, tous les alentours de l'avenue Louise. Le quartier Nord, évidemment, c'est sans doute le plus visible et celui qu'on voit le plus facilement dans notre tête quand on parle du marché de bureaux à Bruxelles, et les abords du quartier Midi également, ou de la gare du Midi. Alors, évidemment, Bruxelles est un peu atypique. Je vous apprends rien en vous disant que la fonction internationale de Bruxelles a un poids très, très important pour son économie, puisque 15% du PIB bruxellois est lié à la fonction internationale de Bruxelles. Il y a plus de 17% de l'emploi bruxellois qui est lié de près ou de loin à cette fonction internationale. Fonctionnaires européens, fonctionnaires de l'OTAN, les lobbies qui gravitent autour des institutions européennes, les représentations diplomatiques, etc., représentent à peu près 17% de l'emploi total de Bruxelles. Donc, un poids relativement important qui pourrait, quelque part, épargner Bruxelles d'une trop grosse diminution de la prise en occupation. On pourra y revenir par après. Et un impact évidemment sur l'immobilier qui se marque très très fort également, puisque vous le voyez, l'Europe à Bruxelles, c'est 2 millions de mètres carrés, donc c'est à peu près 17 à 18% du stock total qui est occupé par les différentes institutions européennes. Donc une présence administrative européenne très très forte, je ne vous apprends pas grand-chose, combinée à une présence fédérale, donc toutes les occupations de la régie des bâtiments notamment représentent à elles seules plus de 3 millions de mètres carrés à Bruxelles, tous les différents ministères, Tour des Finances, tous les bâtiments du quartier Nord, les occupations autour de la gare du Midi représentent ou constituent en fait 3 millions de mètres carrés de bureaux, un peu plus. Donc vous voyez que finalement, la fonction administrative de Bruxelles est relativement forte. Elle fait 5 millions de mètres carrés sur les 13 millions totaux du stock et donc a un poids assez important qui pourrait avoir qui pourrait en fait jouer un rôle un peu différent de villes très mondialisées ou plus mondialisées que la nôtre, comme Paris et Londres, qui sont beaucoup plus sujets en fait à des crises économiques, à des crises sanitaires. Bruxelles, de par ce tissu administratif, est toujours un petit peu épargné, a toujours en tout cas eu jusqu'à présent une plus grande stabilité dans ses évolutions. Et c'est assez intéressant à avoir à l'esprit pour la suite des événements. Avec une concentration, je ne vous apprends pas grand-chose non plus en vous montrant donc cette concentration européenne en rouge et cette concentration de l'administration belge en gris foncé, qui sont très concentrées dans le centre-ville, évidemment. Alors, je vous disais, on a connu en fait 260 000 mètres carrés de prise en occupation sur l'année 2020, avec ces 50% moins que l'année 2019. Mais c'est aussi la pire année en termes de prise en occupation sur le marché des 25 dernières années. Donc, on voit que la crise Covid n'est pas anodine et n'est pas juste un événement qui a eu ou qui pourrait avoir un impact une année. C'est vraiment, ou en tout cas qui aurait eu un petit impact, c'est un impact majeur puisque ça a entraîné vraiment la pire année enregistrée au cours des 25 dernières années pour le marché bruxellois. Et ce n'est pas seulement des mètres carrés qui ont été loués en moins, c'est aussi beaucoup moins de transactions qui ont été enregistrées. Vous voyez qu'on tournait en moyenne avec 350 à 400 déménagements ou relocalisations ou nouveaux arrivants par an sur le marché bruxellois.
cette année, ou l'année 2020, 250 seulement ont décidé de bouger ou de venir s'implanter à Bruxelles. Donc, c'est pas seulement des mètres carrés qui ont été loués en moins, c'est aussi une activité moins importante. Et donc, vraiment, une vraie question fondamentale pour notre entreprise et pour notre vie à Bruxelles ou même la vie à Bruxelles, c'est quid du futur. Et on va y venir enfin maintenant, c'est de se dire quel va être l'impact de cette crise sanitaire sur le futur de l'immobilier bruxellois, une augmentation potentielle du taux de vacances, un impact sur les loyers, qu'est-ce qu'on va faire des bureaux qui pourraient être vides, etc., etc. Avec, vous le voyez aussi, un tissu qui est en bleu ciel, tout le tissu privé, pardon, donc tous les occupants issus du secteur privé, en bleu marine, tous les occupants issus du secteur public, de nouveau pris en occupation. Vous voyez que le secteur privé a enregistré 50% de moins en 2020, après malheureusement quelques années de croissance, donc depuis 2015 on était en croissance continue. 2020 a été un énorme frein ou un énorme coup d'arrêt à cette augmentation et cette bonne santé du secteur privé à Bruxelles. Et vraiment, on l'a constaté, toutes les entreprises et surtout les plus grandes structures, donc quand on parle de grandes structures, on parle d'occupants qui ont en moyenne plus de 1000 mètres carrés, ont décidé vraiment de mettre en pause leur stratégie de relocalisation pour se poser vraiment la question de savoir est-ce que j'ai encore besoin de tous les mètres carrés que j'occupe aujourd'hui? Et donc, on est vraiment là-dedans aujourd'hui, c'est quid de mes occupations? Et quand M. Coffrier disait que 45% des entreprises envisageaient d'occuper le même espace de travail qu'auparavant, je dirais que malheureusement, plus le temps passe, plus on se rend compte que cette occupation a changé est de moins en moins vrai. En fait, vous le verrez après, on voit qu'effectivement, après le premier confinement, la plupart des entreprises nous disaient non, pas de souci, moi j'ai besoin exactement des mêmes mètres carrés dans mon occupation future. Et en fait, on voit que plus le temps passe, plus la décision d'occuper moins de mètres carrés à l'avenir devient de plus en plus tangible et se marque de plus en plus fortement dans le chef de nombreux occupants et surtout les plus grands. Donc, tout le secteur des banques et assurances nous disent clairement moins de mètres carrés à l'avenir. Le secteur européen nous le dit aussi, besoin de moins de mètres carrés dans le futur. Et donc, cet impact qui pourrait se matérialiser de manière assez substantielle dans les mois et les années à venir sur le marché immobilier. Alors, je vous le dis tout de suite, on ne va pas voir demain matin un taux de vacances grimper à 12%. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Il faut savoir que les sociétés, tant publiques que privées, louent des mètres carrés sur base de baux 3 ans, 6 ans, 9 ans, voire 15 ans et plus. Et donc, cette crise Covid, qui a eu un impact assez sévère pour 2020, va quand même continuer encore à mettre du temps à se matérialiser, puisque des entreprises qui auraient signé un bail en 2019 pour 9 ans au même endroit vont pas pouvoir demain matin choisir de déménager et d'occuper la moitié de mètres carrés en moins, si ce n'est en les mettant en sous-location. On aura l'occasion d'y revenir après. Mais donc, 2020, une année charnière vraiment pour nous, en tout cas d'un point de vue recherche et compréhension du marché. On est sûr et certain que le marché va changer, ne sera plus jamais le même à partir de maintenant. Avec, vous l'avez vu, vous le voyez aussi, en fait, un impact gigantesque sur le coworking. J'imagine que vous avez vu cette tendance qui était vraiment le sujet bouillant en 2018 et 2019. Tous les acteurs de coworking étaient en pleine effervescence, ouvraient des nouveaux centres de coworking à tout va, avec une occupation gigantesque. Avec 2018 et 2019, il y avait 80 000 mètres carrés en moyenne qui étaient occupés chaque année par ces opérateurs-là. Mais en fait, on a fait l'exercice tout à fait honnêtement de se dire, OK, maintenant, combien sont encore là, combien enfermés, combien restent ouverts, et on voit que finalement, le solde ou la différence est négative pour 2020 et pour 2021 jusqu'à présent. Donc, on a pour l'instant plus d'opérateurs de coworking qui sont dans la tourmente et qui sont obligés de fermer leur centre que d'opérateurs qui décident d'ouvrir. Donc, on avait ce sentiment qu'il y avait une certaine surchauffe au niveau de cette tendance de le coworking, c'est magnifique, on va pouvoir y aller. On voit que c'est en fait eux qui souffrent le plus pour l'instant de la crise sanitaire et qui sont en fait obligés de fermer des centres de manière assez importante, et pas seulement les petits opérateurs qui souffrent évidemment le plus, mais des grands opérateurs du type Regus ou WeWork, par exemple, ont pris la décision de fermer certains de leurs centres parce qu'ils se rendent compte que le taux d'occupation n'est pas suffisant. Au niveau du taux de vacances, je vous le disais, j'en ai parlé rapidement, donc c'est le nombre de mètres carrés qui sont vides par rapport au stock total disponible.
vous voyez qu'on est sur un marché qui est, je dirais, en milieu de peloton européen. On a un taux de vacances qui tourne actuellement autour de 7,5% à peu de choses près à Bruxelles. On est au-dessus de la moyenne européenne, mais on fait mieux que pas mal de marchés. Et ce qui est surtout très intéressant à avoir à l'esprit, c'est que si vous reprenez une tendance un peu plus longue, les pointillés noirs, tant sur le graphique de gauche que sur les graphiques de droite, vous montrent la tendance globale sur le marché bruxellois. Vous voyez qu'en 2010, conséquence de la crise économique de 2007-2008, on flirtait avec un taux de chômage autour de 12-13%. Ben, voilà, force est de constater que la dynamique immobilière bruxelloise, de la reprise économique des sociétés, leur volonté de reprendre des mètres carrés supplémentaires ou de déménager, ont fait que le taux de vacances a progressivement diminué pour atteindre un niveau, je dirais, historiquement bas fin 2020 à 7,5%. C'est le plus bas niveau qu'on a enregistré depuis les années 2000. Donc, le marché immobilier bruxellois s'est vraiment assaini et on voit vraiment que la compréhension des opérateurs et des développeurs immobiliers qui ont choisi d'attendre avant de construire des bureaux à risque, la tendance à la reconversion des bâtiments de bureaux en maisons de repos ou en hôtels ou en résidentiel, une politique assez proactive du gouvernement bruxellois d'une plus grande volonté d'interaction avec les développeurs immobiliers, les propriétaires immobiliers, a eu des effets vraiment très, très positifs pendant de nombreuses années sur le marché, puisque vous voyez que ce taux de vacances a été réduit de manière assez importante, surtout dans les bâtiments les plus qualitatifs, qui sont les bâtiments sur le graphique de gauche, ces bâtiments que nous, on appelle grade A, donc c'est les bâtiments les plus récents, qui sont ceux qui sont le plus recherchés par les occupants à l'heure actuelle, pour des questions de performance environnementale, pour des questions de coûts liés aux charges liées à l'environnement, à l'électricité, etc., etc. Donc, on a vraiment cette recherche des occupants de vouloir se reconcentrer dans les bâtiments les plus qualitatifs, et si pas les plus qualitatifs, le grade B, donc qui est encore tout à fait aux normes de marché. Ce sont des bâtiments qui ont en moyenne entre 5 ans et 15 ans. Et donc, on a vraiment cette volonté des occupants, encore maintenant, de se reconcentrer dans du qualitatif, quitte à occuper moins d'espace, mais du qualitatif et du plus efficace d'un point de vue organisation du plan de travail. Et donc, on pourrait mettre plus de personnes, en tout cas, ça c'était pré-Covid, on aurait pu mettre plus de personnes dans un environnement plus réduit. Ça va sans doute changer dans le futur, je ne vous le cache pas. Mais donc, vraiment focus des occupants sur des bâtiments qualitatifs. Et vous le voyez sur le graphique de droite, focus des occupants aussi sur les bâtiments les mieux localisés, c'est-à-dire en fait ceux en centre-ville, ceux qui bénéficient d'une accessibilité transport public optimale. Et vous voyez que le taux de vacances dans le centre-ville a été, pour la première fois, on n'a jamais enregistré un taux de vacances aussi bas, sous les 4% en 2020. Donc vraiment un effet ultra positif jusqu'à présent de cette dynamique immobilière et de cette collaboration pouvoir public, et propriétaires privés pour justement faire en sorte que le marché immobilier se redresse et enregistre des taux de vacances qui soient vraiment au plus bas niveau à l'heure actuelle. Vous voyez que la situation est toujours plus problématique dans la seconde couronne, mais ça s'améliore. Et en périphérie, c'est peut-être un peu moins le sujet pour Bruxelles, mais ça a un impact quand même assez important. En périphérie, un marché qui est quand même encore à des taux de vacances de 17-18% et qui pose vraiment beaucoup de questions. Si vous avez des questions spécifiques, on y reviendra plus tard. Et donc, un impact positif, tout ça, je vous le disais, sur les loyers. Vous voyez que le loyer, ce qu'on qualifie le loyer prime, donc le loyer le plus élevé payé à Bruxelles, donc c'est essentiellement dans le quartier européen, malgré la crise Covid, a très très bien résisté. On est passé, vous voyez que 2017 a été une année où on a enregistré une croissance des loyers assez importante. Cette croissance a continué jusqu'à fin 2020 et vous le voyez, on a tiré des prévisions jusqu'à 2022-2023. Vous voyez que les loyers devraient continuer à augmenter malgré cet impact de la crise Covid parce que justement, il y a un gros focus des occupants sur les bâtiments les plus qualitatifs, les mieux localisés et qui sont inévitablement les plus chers aussi. Mais donc, les occupants sont prêts à payer plus pour avoir un bâtiment de qualité et une occupation qui soit centrale. Alors, on est malheureusement maintenant devant un tournant. J'aime beaucoup ce graphique, il est peut-être un tout petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, on vous montre quels sont les mètres carrés qui sont susceptibles d'arriver sur le marché bruxellois dans les années à venir, avec un code couleur qui est différent. Je vais faire très simple. En rose, ce sont tous les bâtiments de bureaux dont on sait que l'occupant va partir à l'échéance du bail, et dont on sait que le propriétaire ne va pas faire de travaux de rénovation et va garder son bâtiment en bureau et va essayer de le relouer.
Donc déjà, d'ici 2024, on va avoir 140 000 m² qui vont arriver sur le marché, potentiellement vides, et qui potentiellement pourraient être ne jamais reloués par un occupant dans les années à venir. On a tout ce qui est en bleu marine, qui ne nous inquiète pas beaucoup, qui est en fait des constructions qui sont déjà prélouées. Ce sont des bâtiments qui ont été construits soit sur mesure pour un occupant, soit qui ont été lancés spéculativement, mais qui se sont remplis avant leur livraison. Ils représentent quand même 400 000 m² de bureaux supplémentaires sur le marché bruxellois d'ici 2024, mais préloués. Donc jusque-là, je dirais, pas trop d'inquiétude à avoir. Ce ne sont pas des mètres carrés qui vont peser dans le vide potentiel futur et qui donc nous inquiètent pas trop. Et on a quand même ces 140 000 m² en rose qui nous posent déjà quelques questions. Et vous devez y rajouter ce qui est en bleu ciel, 200 000 m² supplémentaires, donc qui ont été lancés par des développeurs à risque. Donc c'est des développeurs qui ont dit le marché ou la dynamique immobilière, elle est relativement bonne parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment, ici, c'est la date de livraison du bâtiment, donc tout ce que vous voyez en bleu ciel pour 2021, la construction a démarré en 2018, voire en 2017. Et donc, on a vraiment, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Super tendance, le taux de vacances diminue, les loyers augmentent, la prise en occupation est bonne. Les développeurs se sont dit, ok, c'est le moment ou jamais. Moi, je lance mon bâtiment à risque et je sais qu'il va se remplir. Et la crise Covid est passée par là. Et honnêtement, on a quand même quelques inquiétudes sur le fait que ces 200 000 m² qui vont arriver sur le marché, puisqu'ils sont en cours de construction aujourd'hui, pourront trouver preneur. Donc, vous voyez qu'on est quand même devant une période où on a déjà 340 350 000 m² qui pourraient arriver vite sur le marché dans les années à venir. Et quand vous voyez qu'on est à un taux de vacances de 7,5 %, donc on a moins d'1 million de mètres carrés qui est vide pour l'instant, ou un petit million, je dirais. Un peu plus même, allez, 1,2 million, mais donc on était sur quelque chose qui était vraiment en réduction. Vous rajoutez tout de suite 300 000 m² disponibles, potentiellement, vous avez déjà un taux de vacances qui reprend 1% supplémentaire. Donc, on est vraiment devant une problématique qui est tout à fait neuve et qui va vraiment nous poser pas mal de questions sur comment est-ce qu'on devrait conseiller en fait les propriétaires par rapport à leurs bâtiments. Surtout que vous voyez en vert et en gris foncé, c'est tous des bâtiments qui sont là, potentiellement. Ils n'ont pas encore démarré le chantier, mais vous voyez que potentiellement, c'est des bâtiments dont on sait qu'il y a un permis de bâtir, ou il n'y en a pas encore, mais il a été introduit. Et donc là, vous pourriez potentiellement rajouter encore 1 700 000 m² de bureaux à Bruxelles et sa périphérie, de nouveau. Et donc, très clairement, pour cela, on n'est pas trop inquiet. On se dit que beaucoup de développeurs vont choisir de mettre leur projet au frigo ou d'attendre de voir un petit peu comment va évoluer le marché. Donc, tous ces projets devraient être un peu plus retardés dans le temps. Et donc, clairement, en tout cas, 350 000 m² qui nous posent pas mal de soucis à l'heure actuelle sur le marché immobilier. Leur localisation, vous voyez, même code couleur, mais essentiellement localisation centre-ville et quartier européen, plus tout ce qui concerne les abords de l'aéroport, inévitablement. C'est un marché qui fonctionnait en tout cas très très bien, qui continue à bien fonctionner, mais qui va aller devant une difficulté croissante suite au Covid. Je ne vais pas passer sur celui-là. Pour vous dire, voilà, j'arrive au dernier slide de la présentation, je crois qu'il y en a encore 3 ou 4, sur qu'est-ce qu'on attend finalement sur les marchés immobiliers bruxellois pour le futur. Donc, Monsieur Coffrier en a déjà parlé. L'importance du télétravail ne va pas disparaître demain, c'est très clair. Vous voyez, la Belgique, elle apparaît avec 55% en code couleur vert. Donc, en fait, on a fait une enquête auprès de 250 000 personnes qui travaillent dans des bureaux, qui travaillaient jusqu'à présent dans des bureaux, et on leur a posé la question à travers le monde entier, donc de savoir ou quelles étaient leurs attentes par rapport au télétravail ou à leur envie d'augmenter le télétravail dans les années à venir par rapport à une situation pré-Covid. Et en fait, 55% des répondants belges nous ont dit, en fait, on veut augmenter notre télétravail par rapport à la situation pré-Covid. Donc, il est très clair qu'on ne va jamais retourner, on ne retournera probablement jamais à 100% au bureau. Sur l'ensemble des quelques 9 000 ou 10 000 Belges qu'on a interviewés, il y en a seulement 8% qui nous ont dit « Moi, je veux retourner travailler à temps plein au bureau. Je veux retourner 5 jours semaine dans mon horaire classique au bureau. » Tous les autres nous ont dit « Non, c'est terminé. On veut vraiment augmenter notre présence ou nos moments où on va au bureau, mais surtout augmenter cette hybridation du modèle ou de la manière de travailler, comme M. Coffrier l'a évoqué, avec un impact vraiment gigantesque sur l'environnement de travail pour les années à venir. Pour faire très simple, situation pré-Covid ou post-Covid, donc à gauche et à droite, en bleu, tout ce qui était
des personnes qui travaillaient 100% au bureau, avant et après Covid. Donc, vous voyez qu'avant, il y avait quand même 60% des employés qui étaient encore 100% au bureau. Et dans un monde post-Covid, seulement 10% envisagent donc de rester 100% au bureau. Et alors, en vert, c'était tout ce qui était 100% à la maison, donc uniquement du télétravail. Donc, ils étaient 12% avant Covid. Et vous voyez qu'étonnamment, en fait, ce potentiel diminue. Donc, on se rend compte, pour reprendre tous les désavantages que M. Coffrier a mis en avant, en fait, le fait d'être 100% à la maison pèse quand même relativement lourd pour certaines personnes, des difficultés à décrocher, etc., etc. Et donc, on voit vraiment qu'ils sont finalement moins nombreux qu'avant à vouloir être 100% à la maison. Par contre, vous voyez que ce qui fonctionne et ce qui va fonctionner le mieux, c'est cette véritable hybridation en fait entre un peu de télétravail, un peu de travail au bureau. Et donc, on voit que pour 80% de la population, à peu de choses près, il y a cette volonté d'allier du télétravail, ou en tout cas plus de télétravail et une présence au bureau. Et donc, pour faire simple, en fait, M. Coffrier l'a déjà évoqué, mais il semble se dégager clairement une vaste majorité des répondants nous disent notre situation idéale, ce serait 2 jours à la maison et 3 jours au bureau. Et dans certains secteurs, comme la banque et l'assurance et les institutions européennes, ils vont même un pas plus loin et nous disent en fait, nous, l'idéal, c'est 3 jours à la maison et 2 jours au bureau. Et donc, on voit vraiment des sociétés comme AXA, par exemple, ont déjà annoncé haut et fort au mois de juillet dernier, ils vont augmenter l'obligation de télétravailler pour leurs employés. Ils vont passer, eux, ils étaient déjà à 2 jours et ils vont passer à 3 jours semaine à partir très prochainement, avec un impact vraiment qui va se faire sentir sur les mètres carrés. Et là, malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que ce qu'on a pu vous montrer avant en disant que les mètres carrés allaient rester inchangés, puisque je vous montre ici un graphique qui est sur l'évolution des sous-locations. Donc, c'est des mètres carrés qui étaient loués par une entreprise. Je dirais, vous prenez l'entreprise X qui occupait 1000 mètres carrés. Elle a un bail qui court encore pendant quelques années, mais elle sait déjà aujourd'hui qu'elle ne va plus occuper que 600, 700 mètres carrés. Donc, les 300 ou les 400 mètres carrés qu'elle a en excédent, elle a décidé de les remettre sur le marché. Et donc, elle les reloue à un occupant qui va pouvoir venir dans ces espaces de travail, lui payer un loyer. Et donc, on a vraiment cette tendance qui se matérialise de plus en plus, qui est de dire, voilà, il y a de plus en plus de ce qu'on qualifie être des grey space. Donc, ce sont des espaces qui sont un peu entre deux. Ils ne sont pas tout à fait vides, mais ils ne sont pas tout à fait loués non plus. Et cette tendance va croissante. J'ai les chiffres de février que je ne peux pas vous montrer ici parce qu'ils ne sont pas encore finalisés, mais en fait, on a touché la barre des 100 000 mètres carrés vides. Alors, en tout cas, 2 sociétés qui ont décidé de remettre des espaces sur le marché, ils considèrent qu'ils en ont trop. Et vous voyez que cette tendance va très clairement aller crescendo. On était encore dans un scénario, le graphique date de fin janvier, plutôt, je dirais, optimiste en se disant, bon, ben, on devrait arriver que, entre guillemets, à 200 000 mètres carrés de grey space d'ici la fin de l'année. Et 200 000 mètres carrés, ça nous fait une augmentation de 1,5% du vide. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement significatif. Ben, un mois plus tard, on tend déjà à se dire qu'on va toucher 300 000 mètres carrés de disponibles supplémentaires d'ici la fin de l'année 2021. Donc, on est vraiment sur cette problématique qui en fait est celle qui nous inquiète le plus sur le marché immobilier, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces espaces qui vont être mis en sous-location par différents occupants. Et vous avez certainement vu passer dans la presse Proximus, qui est un des plus grands occupants à l'échelle bruxelloise, puisqu'elle occupe 2 tours pour 100 000 mètres carrés, qui se pose quand même sérieusement la question de savoir si elle ne pourrait pas reconcentrer l'ensemble de son staff dans une des 2 tours, et donc libérer en fait d'un coup 50 000 mètres carrés sur le marché. Donc on a vraiment cette problématique qui va croissante et qui touche l'ensemble des occupants, avec un impact, et j'en aurai fini, je pense, j'ai encore 2 slides à vous montrer. Qu'est-ce qu'on attend pour le futur en fait du lieu de travail ou du marché immobilier? Mais en fait, on voit vraiment une vraie tendance, et ça se dessine dans l'ensemble des villes européennes, et Bruxelles ne fait pas exception, une volonté de se reconcentrer dans ce qu'on qualifie être des environnements mixtes et centraux. Donc c'est vraiment une volonté de la part des occupants de se dire, je vais aller moins au bureau, mais quand je vais aller au bureau, je veux profiter d'un environnement qui m'offre l'ensemble de la palette des services. Je veux pouvoir aller faire mon shopping, je veux pouvoir aller faire ma gym sur l'heure du midi, je veux pouvoir aller au restaurant avec mes collègues ou mes clients. Et donc, il y a cette vraie tendance à dire on va déserter, entre guillemets, les espaces qui n'offrent pas
cet environnement mixte. Et donc, on pourrait voir un profond changement dans le marché bruxellois, où vous le savez, il y a eu cette tendance à délocaliser tous les bureaux depuis les années 80 de plus en plus en périphérie. On pourrait voir juste l'effet inverse, avec une reconcentration de ces espaces de bureaux dans le centre-ville, sur les gares essentiellement, et dans des environnements mixtes pour favoriser ou pour permettre de profiter en fait de l'ensemble de ces services. Vous voyez aussi que, et ça, M. Coffry en a déjà parlé, il y aura besoin de plus d'espace de travail pour tout ce qui est collaboratif et apprentissage. M. Coffry parlait de l'onboarding et c'est clair que c'est un vrai besoin de pouvoir accompagner son travailleur ou son collègue qui débarque dans une société sur place et pas via Teams ou via du distanciel. Ça ne fonctionne pas aussi bien. Et donc, clairement, il y aura une augmentation du besoin des espaces collaboratifs, mais à l'inverse, une énorme diminution du besoin d'espace de travail classique. Donc, on va avoir un vrai shift, en fait, dans la manière de concevoir les espaces de bureau. Avec, évidemment, focus sur la santé, ça va de soi. Cette tendance à l'hybridation du workplace ou de l'espace de travail qui va continuer très certainement dans le futur. Beaucoup de focus sur le bien-être au travail, c'était déjà avant et c'est encore accentué avec la crise Covid. Et puis, ce sentiment en fait d'appartenance à l'entreprise, on le voit, et c'est vraiment le facteur dont les employés souffrent le plus depuis le deuxième confinement surtout, c'est ce sentiment qu'ils n'appartiennent plus à leur entreprise. Et donc, on a vu effectivement un énorme boost de productivité, surtout pendant le premier confinement. On l'a ressenti encore au deuxième confinement. Mais on voit quand même qu'il y a une sorte de lassitude en fait de cette situation et une plus grande difficulté en fait à vraiment véhiculer les valeurs de l'entreprise et à s'attacher à ces valeurs-là. Et donc ça, c'est vraiment l'espace de travail en fait va être amené dans le futur encore plus qu'avant à jouer ce rôle de ciment en fait de l'entreprise et de pouvoir se retrouver entre collègues et vraiment favoriser tout ce qui est discussion informelle. On en a déjà parlé, la collaboration, l'apprentissage, l'innovation. L'espace de travail va être plutôt vu comme une sorte de vivier d'apprentissage et d'innovation plutôt que on va aller faire son travail derrière son PC de 9h à 5h pour caricaturer bien sûr tous les jours. Donc il y a vraiment ce shift qui va se faire dans les années à venir. Et très concrètement, sur le marché bruxellois, on était, après le premier confinement, assez confiant en se disant, on tournait précédemment à 400 000 m² de take-up sur base annuelle, on va y rester, mais en fait, la réponse est non. En fait, la réponse est très clairement non. On va avoir besoin de moins de mètres carrés de bureaux dans les mois à venir et dans les années à venir aussi. Donc, vous voyez que par rapport aux 400 000 m² qu'on avait en moyenne dans le passé, on va tourner à partir de maintenant plutôt autour de 300-320 000 m² par an. Donc, il y aura un impact sur la prise en occupation immobilière, c'est très clair, avec un impact qui va être assez évident sur le taux de vacances aussi. Je vous disais, on était à 7,5% fin 2020. On va repasser très clairement à 9%, voire au-dessus de 9% en 2022, avec autant de questions qui vont se poser pour les propriétaires et pour les pouvoirs publics également, de savoir comment est-ce qu'on va gérer cette augmentation du taux de vacances. Les espaces de bureau les plus flexibles et les mieux localisés vont fonctionner à merveille. Tous les autres qui sont un peu plus vieux ou qui sont moins bien localisés vont avoir une difficulté croissante à garder leurs occupants. Et si leurs occupants s'en vont, à retrouver de nouveaux occupants. Donc très clairement, on va avoir en plus une augmentation de la vacance, une augmentation de la vacance dans les espaces qui sont le moins propices à être du bureau dans le futur et donc qui vont être encore plus compliqués à remettre sur le marché. Mais par contre, je vous le disais, il y aura un effet positif. Ça, c'est très, très clair pour... En tout cas, ça se voit vraiment très fort pour notre métier. Les bâtiments les mieux localisés et les plus flexibles vont pouvoir avoir des niveaux de loyer qui vont aller en grandissant, qui vont aller en s'élevant encore par rapport aux bureaux qui sont plutôt obsolètes. Voilà, c'était le dernier slide de ma présentation. Je vais arrêter de partager mon écran, comme ça on peut passer aux questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur Van Merbeek. Donc, moi, ce que j'ai retenu en tout cas de votre exposé, c'est qu'on peut effectivement s'attendre dans le futur à un besoin moindre en fait de surface de bureau, mais par contre à un souhait
que les bureaux qui resteront bénéficient d'un environnement, comment dirais-je, qui ne se limite pas à des sandwicheries ou à des petits cabeurs-douches pour aller prendre son café ou un verre de bière, mais qui est réellement un environnement, comment dirais-je, avec une offre culturelle, de loisirs, etc. Donc, ce qui est certainement une réflexion, me semble-t-il, importante pour notre région, enfin pour des décisions à prendre donc en matière d'urbanisme. Alors, il y a plusieurs questions qui sont venues par la rubrique questions-réponses, et donc je vous prie encore une fois d'excuser en fait le mode finalement très peu interactif de ce type de webinaire. Je l'ai dit en commençant, nous sommes vraiment impatients de vous retrouver au boulevard Bischofsheim de façon plus conviviale. J'ai l'impression que les questions-réponses... Oui, je voudrais préciser que j'ai quand même jeté un coup d'œil pendant que nos orateurs parlaient au chat. Et j'ai eu l'impression que dans le chat aussi un certain nombre de réflexions et de questions couraient. Je voudrais demander à ceux qui seraient l'auteur de ces questions et de ces réflexions, peut-être de les reporter alors dans la rubrique questions, parce que moi je n'aurai pas le temps malheureusement de passer de l'un à l'autre. En tout cas, si vous souhaitez, si c'était juste des échanges entre vous, il y a pas de problème, bien entendu. Mais si vous souhaitez qu'on répercute ces questions ou ces réflexions ici dans cette partie questions-réponses, serait peut-être bien de les reporter dans l'onglet questions. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu des questions qui s'adressent tantôt à Monsieur Coffrier, tantôt à Monsieur Van Merbeek, mais je vais commencer par des questions qui, a priori, concernent Monsieur Coffrier, mais si Monsieur Van Merbeek vous souhaite ajouter des choses, donc il n'y a évidemment aucun problème. Donc, une question qui a été posée, c'est même la première question qui est apparue. Est-ce que dans les enquêtes auxquelles Acerta a procédé, est-ce qu'on perçoit des différences entre les villes de lieux de travail? Je veux dire, est-ce que le télétravail est plus abondant dans des grandes villes comme Bruxelles, ou peut-être même à Bruxelles en tant que tel? Y a-t-il des villes qui échappent à ce phénomène? Et en fait, le même auteur de question a eu l'attention attirée par le fait que les villes néerlandaises, donc en particulier Amsterdam et Rotterdam, ont connu moins de variations, ce qui suggère peut-être, mais je pose la question à celui qui peut y répondre, qu'effectivement la qualité de vie en ville ou l'attractivité de la ville, en dehors, je dirais, des surfaces de bureau, des surfaces de travail, peut éventuellement jouer dans ce phénomène. Je vais poser les questions qui concernent a priori la gestion du personnel et les ressources humaines, et puis après ça, il y aura une vague de questions qui concerneront plutôt effectivement le marché immobilier. Donc j'ai noté la question inévitable de la présidente de notre Conseil de l'égalité entre femmes et hommes. A-t-on dans le télétravail des statistiques genrées? Alors, il y a plusieurs réflexions qui ont été faites sur le télétravail. Donc, je vais essayer d'en lire quelques-unes. Voyons. Attendez, parce que faut que je m'habitue moi aussi. Oui, donc sur le modèle hybride, est-ce que ça n'implique pas d'envisager des espaces de bureau autrement, avec plus de possibilités de s'isoler, contrairement à la mode qu'il y a eu, je crois, au cours des dernières années, de faire des open space et tout ça, parce que effectivement, je crois que nous avons tous expérimenté que faire des réunions à distance, y compris des réunions comme celle-ci, dans un open space, c'est quand même pas évident. Donc, j'essaye de Oui, alors il y a des réflexions que je répercute, et puis celui d'entre vous qui souhaite réagir, ce ne sont pas nécessairement des questions. Le télétravail donne aussi un sentiment de dévalorisation, car le contact social avec les collègues permet aussi de ressentir l'importance de son travail. Autre réflexion, si on met moins de mètres carrés à la disposition des employés, est-ce que ça a un impact sur le bien-être? Est-ce qu'un bureau flexible ou un bureau tout ouvert, est-ce que ce n'est pas aussi un facteur de stress?
Voyons. Là, les autres, ça me paraît relever plutôt de l'environnement. Écoutez, je vous laisse peut-être réagir à cette première vague de questions. Je vérifie rapidement en même temps si je n'en ai pas oublié. Et puis, si j'en ai oublié, je les reposerai. Et donc, si je les ai pas oubliés, on passera alors à l'aspect plutôt marché immobilier. Monsieur Coffrier, mais Monsieur Van Berbeek, vous n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez donc vous-même des réflexions à partager. Donc, au niveau des enquêtes d'Acerta, est-ce qu'on perçoit des différences entre les villes et les secteurs, etc. Ici, comme c'était un télétravail obligé où tout le monde finalement a été sur le même pied d'égalité, nous n'avons pas été, on n'a pas fait de distinction. Maintenant, clairement, quand on parle d'après Covid et de télétravail structurel, il sera effectivement intéressant de faire cette distinction. Je pense que d'une part, enfin là, je sais pas, Monsieur Van Merbeek a peut-être son avis, mais dans Bruxelles, c'est clair que le télétravail a été certainement bien accueilli aussi parce que les déplacements peuvent être assez lourds. Il y a aussi tous les gens qui se déplacent dans les transports en commun où il y avait cette peur de contagion, etc. Et de l'autre côté, peut-être certaines personnes en voiture qui se sont dit, oh, ben, il y a moins de monde sur les routes et je vais aller télétravailler. Donc voilà, maintenant la réflexion sera vraiment importante de la faire une fois qu'on sera passé dans un télétravail structurel et pas un télétravail obligé comme on l'a maintenant. Au niveau de la dévalorisation du travail par rapport au télétravail, dévalorisation, c'est clair que les gens ont besoin d'une reconnaissance. Hein. Donc, dans les 3 piliers que j'ai donnés tout à l'heure, il y a l'appartenance, les compétences, mais effectivement, la reconnaissance est importante. Et donc, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure de l'intégrer dans les valeurs de l'entreprise et dans la stratégie RH, la communication va être très importante. On peut, via le télétravail, mettre en place certaines choses. Par exemple, lundi, c'est la journée des compliments. L'employeur peut susciter en fait ce genre d'action pour faire à distance des compliments, etc., pour remercier des collaborateurs, pour donner un feedback aux collaborateurs. Donc, encourager effectivement le feedback parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, des contacts informels qu'on a après une réunion, après un entretien, etc., qui peuvent aussi donner cette reconnaissance et ce feedback que tout le monde attend. Merci beaucoup. Monsieur Van Verbeek, vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit? Sinon, on passe en fait aux questions qui concernent plutôt effectivement le marché immobilier. Oui, bah, non, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est effectivement peut-être reprendre la différence entre les villes ou entre les villes européennes. En fait, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que Amsterdam et Rotterdam ont moins subi que les autres villes européennes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pratiqué dans un premier temps un confinement aussi strict que d'autres villes européennes. Et donc, il y a eu cette tendance quand même à continuer à pouvoir travailler, continuer à avoir des visites, continuer à signer des baux, etc. Et effectivement, comme vous le mentionniez vous-même, la qualité de vie est sans doute un peu plus facile à Amsterdam et Rotterdam, ou en tout cas est mieux perçue par les personnes qui y vivent et qui y travaillent, et un impact un peu moins négatif. Maintenant, vous voyez que Londres, par exemple, a quand même connu la pire année de son histoire, parce que effectivement, il y a la crise du Covid qui pèse très très lourd, évidemment, et encore plus lourd que chez nous sur la santé et sur le bien-être des travailleurs, et les confinements répétitifs et prolongés sans arrêt ont inévitablement eu un impact sur le marché immobilier. Maintenant, j'ai vu aussi donc pas mal de questions sur les délocalisations d'entreprises, soit dans région, soit dans d'autres villes européennes carrément, notamment les fonctionnaires européens qui pourraient retourner vivre dans leur pays d'origine et continuer à travailler pour la Commission européenne ou les agences. Honnêtement, il est trop tôt pour avoir la réponse. Je ne peux pas encore vous dire quel va être l'impact de ces délocalisations. Ce qu'on voit très clairement, par contre, et ça s'est très fort matérialisé au Luxembourg et dans d'autres villes européennes aussi, c'est les grandes entreprises, donc les grandes banques, les grandes assurances, les grandes compagnies des Big Four, notamment pour ne citer qu'elles et autres,
avait déjà tendance, avant la crise Covid, à délocaliser des petites antennes pour permettre justement une meilleure, je dirais, adéquation télétravail-travail, où en fait, c'est même pas que travail à domicile et travail au bureau, c'est vraiment ce troisième lieu, en fait. Vous n'êtes ni chez vous, ni dans votre QG, vous êtes vraiment dans un lieu tiers qui est quelque part un bureau régional de Deloitte ou d'ING, vous pouvez travailler un peu de n'importe où et cette tendance, en fait, va s'accélérer, ça paraît assez évident. Donc, en fait, on pourrait voir émerger, mais de nouveau, ça concerne que les grandes entreprises qui occupent beaucoup de mètres carrés et beaucoup d'employés. On pourrait voir augmenter finalement la création de petits pôles secondaires pour justement favoriser cette proximité entre le travail et le domicile, pour éviter les engorgements dans les transports en commun, pour éviter que tout le monde soit au bureau en même temps. Et donc, c'est une réflexion en fait qui ne fait que s'entamer quelque part. Les entreprises ont également été prises de court et il va falloir qu'elles puissent adapter leur mode de fonctionnement à cette nouvelle situation qui, comme M. Coffrier l'a dit, va être structurelle. C'est clair que ça n'est pas qu'un phénomène temporaire. Je peux peut-être ajouter juste, quand je parlais tout à l'heure de marché de l'emploi, de pénurie de talents, etc., que le télétravail permettait certainement d'élargir un peu le champ des possibles. J'ai vu une remarque tout à l'heure dire oui, mais délocalisation en Inde, oui, effectivement, peut être le risque, mais moi je n'évoquais pas ça. J'évoquais vraiment voilà, quelqu'un qui habite à 50, 60 kilomètres, que finalement on aurait dit ah, non, c'est trop loin, etc. Que là, on pourrait élargir le champ, mais sans parler d'international. C'est vraiment ici changer par rapport aux habitudes, quelquefois, d'un rayon assez fermé autour de l'entreprise. Donc, merci beaucoup. Sinon, je continue donc avec la lecture donc des questions. Donc, c'est vrai que dans les exposés dans l'exposé de Monsieur Van Merbeek, on a beaucoup parlé donc des bureaux. Donc, une question concerne d'autres activités. Par exemple, les conférences, les séminaires, etc. Donc, qui peuvent aussi avoir un fort impact, notamment dans une ville comme Bruxelles, sur des choses comme l'activité hôtelière, etc. Est-ce que vous avez pu réaliser donc des études ou des prospectives donc de ce genre-là. Pour le reste, oui, donc des questions qui confirment aussi donc la mixité des quartiers. Oui, donc des questions concernent aussi donc la possibilité soit de reconversion d'immeubles donc vers d'autres fonctions, enfin logements sociaux, ou éventuellement même, une question sur le partage donc de bâtiments donc en différentes fonctions. Voilà, donc ce serait peut-être Monsieur Van Merbeek, si vous pouviez dire votre avis donc sur ces matières-là. Ouais. Pas de problème. Je vais essayer de le faire dans l'ordre. Mais malheureusement, sur le secteur conférences, séminaires et impact sur l'hôtellerie, on n'a pas encore de recul en fait que pour pouvoir juger vraiment de l'impact que va avoir la crise Covid sur ces activités-là, tout simplement parce qu'elles ne sont toujours pas autorisées. Et donc, on voit que c'est un secteur inévitablement qui souffre, tout comme l'ORECA souffre vraiment très très fortement. Mais on n'est pas encore capable de juger en fait si la crise Covid va laisser des traces très importantes ou juste importantes sur le secteur. On se doute qu'il va y en avoir. On le voit déjà sur le secteur du commerce, par exemple. On assiste à des baisses de loyers qui sont de 30 à 50%, des retailers qui souffrent très clairement, et pas seulement les petits retailers locaux, mais les grands marques souffrent également et se lancent dans une totale refonte en fait de leur système de fonctionnement. Et donc, on voit vraiment que la crise Covid, ici, effectivement, on m'avait demandé de parler que du bureau, et donc c'est ce que j'ai choisi de faire, mais a eu un impact encore plus fort sur le secteur du retail.
qui a vraiment qui a souffert et qui souffre encore parce que qui dit fermeture des magasins dit zéro revenu, tandis que le télétravail, enfin voilà, l'obligation du télétravail, ça permet quand même à une entreprise de continuer son activité même si elle est à distance. Donc on est vraiment sur des mondes qui sont assez différents. Par contre, j'ai vu passer plusieurs questions qui étaient sur la mixité. On parle vraiment de la mixité, mais qu'on s'entende bien. Et malheureusement, on n'est pas dans une situation comme dans d'autres villes européennes. La mixité au sein d'un même immeuble à Bruxelles reste ultra compliquée parce que les propriétaires ont vraiment… Et voilà, j'ai travaillé à la région bruxelloise pendant 10 ans avant de rejoindre Cushman & Wakefield, donc je connais les problématiques liées à cette volonté de faire de la mixité. Voilà, je ne défends pas les propriétaires, j'explique juste que c'est très très compliqué de faire des immeubles mixtes, en tout cas vraiment mixtes avec des couches superposées parce qu'il y a un nécessaire besoin de gérer les flux qui sont différents, des accès qui sont séparés, etc., etc. Donc honnêtement, on n'y croit pas trop, malheureusement, je dirais. D'autres villes européennes arrivent à le faire beaucoup mieux que nous. Peut-être que ça viendra à Bruxelles, mais je crois que c'est encore trop tôt pour nous. Par contre, on croit vraiment très très fortement à la mixité au sein d'un même quartier. Et quand je dis quartier, ça peut être un pâté de maison, ça peut être tout le centre-ville. On croit vraiment dans cet environnement mixte et la volonté des gens en fait de venir au travail, mais de sortir en fait de cet espace de travail sur le temps de midi, en fin de journée pour aller faire les courses, etc. On se rend compte qu'avant, et ça je suis sûr que M. Coffrier pourra le confirmer, avant, les gens venaient au bureau, faisaient leurs horaires classiques et restaient dans leur environnement de bureau, y compris sur l'heure du midi, pour passer le moins de temps possible, je dirais, au bureau et partir assez rapidement. Maintenant, on voit qu'il y a vraiment cette volonté de profiter de la ville, de profiter des atouts que la ville offre. Et c'est pour ça que je dis que quand on croit à la mixité et de l'environnement mixte, c'est vraiment au sein du quartier. On voit que les gens n'hésitent pas à prendre parfois 1h30, 2 heures de pause à midi pour justement faire ce qu'ils auraient eu tendance à faire avant en rentrant du boulot et qu'ils font maintenant dans cette nouvelle manière d'aborder le travail. Donc, c'est vraiment, il y a de moins en moins de frontières en fait entre le travail et le domicile ou les autres activités. Tout se mélange un peu et donc on voit que ces environnements mixtes attirent les talents et sont vraiment déterminants en fait pour attirer les talents et les jeunes employés surtout. Eux nous disent vraiment, on en rencontre je ne sais pas combien par an. Nous, il nous faut un environnement mixte, qualitatif, vivant, urbain, qui offre toutes les facilités autour de mon environnement de travail pour que je vienne travailler chez vous. Ça ne m'intéresse pas d'être dans un business park à Zaventem pour caricaturer. Donc, on croit vraiment que le centre-ville pourrait sortir renforcé de cette crise Covid qui, en fait, n'a jamais été qu'un accélérateur de tendance. Le marché n'a pas changé du tout au tout. Il était déjà en mutation avant. Il a juste été accéléré à l'heure actuelle. Et puis, j'ai vu passer quand même 2-3 questions sur ne profiterait-on pas des bureaux vides ou de l'augmentation du vide pour répondre à la crise du logement à Bruxelles ou la création d'écoles, etc. C'est pas un phénomène nouveau. On en parlait déjà en 2005 quand j'étais à la région. On en a parlé énormément après la première crise, enfin pas la première crise, mais la crise économique de 2007-2008. Et oui, ça pourrait être une merveilleuse occasion de répondre à la crise du logement. Malheureusement, de nouveau, il y a une volonté politique et je la respecte tout à fait et je la défends même, cette volonté de créer des logements me paraît vraiment faire beaucoup de sens. Malheureusement, il y a une réalité économique qui est derrière et qui fait que reconvertir un immeuble de bureau, ça coûte énormément d'argent. Et vraiment, c'est comme ça, c'est un fait. Ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que de construire un bâtiment neuf. Et donc, il y a une inadéquation quelque part entre la possibilité pour le propriétaire ou le développeur de retrouver un rendement suffisant dans une reconversion. Hormis dans certains quartiers où le résidentiel part même plus cher que dans le bureau, comme le quartier Louise par exemple. Mais ça ne répond malheureusement pas à la crise du logement social qui doit se régler par une autre possibilité que d'uniquement forcer les opérateurs de bureaux à reconvertir leurs bureaux vides en logements sociaux. Je crois qu'il faut une vraie volonté politique et peut-être des incentives que pour
obligé dans tout projet de reconversion ou dans tout projet de création de logement à imposer un nombre minimal de logements sociaux, de logements moyens. C'est à mon avis en utilisant ces moyens-là ou ces leviers-là qu'on y arrivera beaucoup mieux. Merci beaucoup, monsieur. Il reste peut-être quelques secondes, disons, pour répondre à une question auquel moi je n'ai pas encore entendu de réponse. Dans l'hypothèse où où ce qui s'annonce entraînerait une baisse des loyers. Donc du bureau. Est-ce que éventuellement on pourrait s'attendre à une tendance à donc s'établir ou se rétablir donc en ville, donc on va dire un flux plus entrant vers la ville. Donc je vous pose pas la question sur le plan. Enfin, est-ce que vous sentez ce genre de tendance ou pas en fait, voilà. Non, en fait, il y a tellement de facteurs en fait qui rentrent en compte pour qu'un occupant décide de venir s'établir dans un environnement de travail déterminé que je dirais le loyer n'est vraiment pas du tout la problématique la plus importante. Et on le voit d'ailleurs, les occupants sont prêts à payer de plus en plus cher pour être dans des bureaux qualitatifs et qui correspondent à leurs besoins et qui sont localisés en ville. Donc je dirais que le loyer en tant que tel n'est pas déterminant pour dire à un occupant oui, je vais y aller ou non, je ne vais pas y aller. Il y a vraiment tous les autres facteurs qui sont notamment là où vont se trouver ses talents et ses ressources humaines, ses possibilités d'accessibilité, l'environnement qualitatif comme on en a déjà parlé. Et aussi, il n'y a rien à faire et c'est là que c'est assez dommage quelque part. Mais on a malheureusement cette compétition fiscale entre les régions qui se fait de plus en plus au détriment de Bruxelles parce que à loyer égal, je dirais, entre un bureau A en centre-ville et un bureau B à Zaventem, vous prenez même un même niveau de loyer, vous avez un différentiel de taxes et de charges qui est de 50 € par mètre carré. Et donc, on a vraiment... C'est plus en fait la compétition fiscale et les politiques d'attractivité régionale menées par les différentes régions qui ont un impact sur la décision des entreprises d'aller à tel ou tel endroit, plus que les loyers en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais peut-être demander, est-ce que M. Coffrier, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose s'il y a quelque chose que vous souhaitez encore dire, je Non, suppose que vous avez... je pense que c'est effectivement complémentaire les deux approches et on se rejoint sur le fait de dire que voilà le télétravail finalement existait déjà. Il y a une accélération des tendances qui a été effectuée assez rapidement et que le monde de demain sera plus le monde d'hier. Le télétravail va mieux s'organiser dans le futur, c'est sûr, parce que le télétravail d'hier n'est pas le télétravail d'aujourd'hui, n'est certainement pas celui de demain. Mais voilà, non, je pense que c'était une approche complémentaire et intéressante. Merci beaucoup. L'heure est alors venue pour moi de conclure en fait ce petit webinaire par rapport aux questions qui ont été posées sur l'organisation de congrès, événements, etc. Moi, je peux vous dire en tout cas au nom de Bru Partners que dès que nous en aurons la possibilité au niveau sanitaire, nous vous accueillerons à nouveau au boulevard Bischofsheim. De notre point de vue, les visioconférences et le télétravail, pas le télétravail en soi, mais donc les visioconférences, plus vite ça se terminera, mieux ce sera pour nous. Il me reste aussi à dire que il faut se rappeler que nous ne sommes pas en train de faire des grands colloques ici, ce sont des petits débats du midi. Certains d'entre vous ont dit oui, mais enfin bon, votre angle d'approche est quand même un petit peu limité. Il est limité, mais enfin, nous avons pensé quand même que l'aspect à la fois ressources humaines, gestion du personnel, etc., et d'autre part l'aspect conséquences sur l'immobilier étaient quand même deux points importants par rapport à ce qui nous appartiendra de gérer au niveau bruxellois. Mais je ne doute pas qu'il y ait beaucoup d'autres aspects qui auraient pu être abordés, mais peut-être pas alors dans le cadre d'un séminaire de 2 années. Il me reste alors à vous remercier pour votre présence, remercier nos deux orateurs, remercier tous ceux d'entre vous qui ont pris la peine de poser des questions ou d'émettre des réflexions dans l'onglet qu'il faut, et pour vous annoncer
que notre prochain webinaire, je ne sais pas Coralie si la date a déjà été fixée, je ne crois pas. Non, mais pas encore, mais ce sera fin mars. Ce sera fin mars, voilà. Donc, donc la date doit encore être fixée avec les orateurs pressentis, etc. Mais donc aura pour sujet l'économie culturelle et créative. Voilà, donc qui est aussi un secteur qui est au cœur de beaucoup de préoccupations déjà actuellement, hein, donc dans le cadre du confinement qu'il subit, mais aussi donc pour la possible et la nécessaire relance bruxelloise. Voilà. Donc un tout grand merci à tout le monde et donc à la prochaine fois. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Oui, Merci. vous pouvez aussi, comme d'habitude, les présentations des intervenants seront disponibles sur le site internet de Brut Partners à l'onglet débat. Et le replay du webinaire sera également disponible sur la chaîne YouTube de Brut Partners, comme d'habitude. Voilà. Un tout grand merci à tous, vous, M. Palsterman, et à nos deux intervenants pour cette session d'aujourd'hui. Merci, Coralie. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.